Bonsoir à tous. Donc, nous démarrons ce conseil municipal, sachant qu'il y a un certain nombre de procurations, mais nous avons bien sûr le quorum. Donc, Thierry Guibal a donné procuration à Marisol Senot, Serge Escuré à Robert Priu, Ludivine Maisonneuve à moi-même, François Dallène à Alain Bedeau, Vanessa Lemestre à Chantal Crouzet, Cathy Pelletier à Sylviane Théry et Yann Reynaud à Pascal Mandelbaum. Alors, il faut nommer un secrétaire. Vanessa n'étant pas là ce soir, je propose que Robert Priu, s'il est d'accord, joue ce rôle ce soir. Ah, il a rêvé. Nous allons concrétiser le rêve de Robert. Alors, merci. Donc, nous devons tout d'abord, point 1, approuver le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 25 mars dernier. Est-ce qu'il y avait des observations sur ce PV ou pas? Donc, je le mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Je vais vous faire part des décisions que j'ai prises entre le conseil municipal du mois de mars et aujourd'hui. Alors, le 29 mars 2024, signature d'un contrat de location avec M. Andrei Kornienko pour le logement communal de l'école primaire Marcel Pagnol en rez-de-chaussée. Le contrat a été conclu pour 1 an renouvelable à compter du 1er avril 2024 et le montant du loyer mensuel a été fixé à 465,74 € avec les charges d'eau payable le premier de chaque mois. Donc, M. Kornienko, c'est une famille ukrainienne qui est en exil en France et qui avait des difficultés. La décision du 24 avril 2024, choix du candidat suite à l'appel à manifestation pour occupation et valorisation du château. Il s'agit de la SARL AV Extended de Beaugency.
Je dois vous proposer une modification de l'ordre du jour. Vous proposez de supprimer le point 15 qui concernait l'école privée Sainte-Marie, l'approbation d'une convention de financement. Donc vous savez que nous avions revu vraiment à la hausse cette convention de financement. Là, nous avons proposé, puisqu'on arrive au terme de cette convention que nous avions votée, une revalorisation, mais dans un cadre bien défini. Pour le moment, l'école Sainte-Marie n'est pas d'accord sur nos propositions et souhaite qu'on en rediscute. Donc on retire, sachant qu'au mois de septembre, du coup, ils n'auront pas le versement de cet argent, mais nous allons en rediscuter et nous voterons cette nouvelle convention certainement au mois de septembre. Donc je vous propose de voter cette modification de l'ordre du jour. Est-ce que quelqu'un est contre cette modification? S'abstient? Unanimité, merci. Donc nous retirons ce point. Et je passe la parole cette fois à Pascal sur la modification de l'attribution de compensation de fonctionnement que nous versons à la métropole pour la voirie et l'espace public. Merci Claudine. Donc l'attribution de compensation est versée chaque année par la commune à la métropole en section de fonctionnement et en section d'investissement pour lui permettre d'exercer les compétences qui lui ont été transférées par la commune. La recette affectée à la compétence voirie et espace public est figée depuis sa mise en œuvre sur la base de la moyenne des dépenses de fonctionnement 2012-2014, alors que l'évolution du coût de la compétence voirie est estimée à 24,5 millions entre 2016 et 2026. Donc l'objectif du pacte financier et fiscal entre la métropole et ses communes membres est de trouver des règles de financement collectif de la progression incontournable des dépenses de cette compétence. Afin de prendre en compte la dynamique du territoire, il convient donc d'accroître l'attribution de compensation en matière de voirie et d'espace public. Ainsi, pour contribuer de façon équitable à l'équilibre des finances intercommunales, la commune souhaite prendre sa part dès 2024 et augmenter sa participation financière à hauteur de 20 021 €. Une somme de 243 018 doit donc être prévue à ce stade au titre de l'attribution de compensation en 2024. Ce montant sera amené à évoluer en 2025 et en 2026. Cette évolution de l'attribution de compensation sera proposée lors de la prochaine commission locale d'évaluation des charges transférées de la métropole et sera intégrée à l'attribution de compensation définitive 2024. Il vous est proposé d'approuver le principe d'actualisation de l'attribution de compensation fonctionnement voirie et espace public, comme précisé ci-dessus. Merci Pascal. Donc évidemment, depuis 2016, la somme était figée pour les 31 communes de la métropole et vu l'augmentation des coûts, l'augmentation des salaires, l'élargissement de la voirie, il semble raisonnable de répondre à cette demande de la métropole et que toutes les communes fassent preuve de le même type de solidarité et renforcent leur participation pour améliorer au moins le service rendu par la métropole. Voilà. Ensuite, donc, est-ce que vous avez des questions sur cette évolution? Alors, nous avait présenté plusieurs scénarios, y compris des rattrapages depuis avant 2020, que ces rattrapages ont été refusés puisque certains n'étaient pas élus avant 2020 et ont refusé de prendre en charge des évolutions datant d'avant cette date. Donc on part bien de 2020, mais on prend en compte l'inflation et l'augmentation des matières premières. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord pour voter cette convention? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Et Pascal continue avec la modification... non, c'est pas là. C'est moi qui continue. Avec l'approbation d'un contrat de mixité sociale. Alors, quelques petits rappels sur nos obligations en matière de logement. La commune de Castries est soumise aux obligations de la loi Solidarité et Renouvellement urbain depuis des années.
puisque la commune fait plus de 3500 habitants et à 15 km de la ville-centre qui est Montpellier. Donc aujourd'hui, nous avons 14,5% de logements sociaux au sein des résidences principales en 2023 et nous devons atteindre l'objectif de 25%. La dynamique de rattrapage doit être renforcée et structurée. Donc nous payons des amendes chaque année et nous pourrions, si nous ne répondions pas aux objectifs, être en carence. À ce moment-là, c'est le préfet qui prend le droit de préemption et qui décide des permis. Et l'amende peut être de 20% du budget de fonctionnement, plus de 400 000 euros. Donc on n'a pas du tout intérêt à tomber dans ce cas de figure. Et à la rentrée, je pense que nous ferons une réunion publique sur ce sujet de l'évolution de Castries. Il y a le PLUI qui sera voté au mois d'octobre. Il y a ses obligations en matière de logement. On va avoir des projets dans le village pour expliquer aux gens comment on va faire pour rattraper ce retard. Dans la loi du 21 février 2022, la loi appelée 3D, différenciation, décentralisation, déconcentration, et portant diverses mesures de simplification de l'action publique, est venue adapter le dispositif de cet article 55 de la loi SRU en pérennisant un mécanisme de rattrapage soutenable pour les communes encore déficitaires en logements sociaux, tout en favorisant une adaptabilité au territoire. C'est dans ce cadre et compte tenu des difficultés rencontrées pour réaliser du logement social que la commune a souhaité conclure un contrat de mixité sociale avec l'État, avec la métropole et avec l'établissement public foncier d'Occitanie pour la période 2023-2025. Ça correspond à la période triennale en cours pour laquelle nous avons un objectif de 100 logements à réaliser, 100 logements sociaux. Conformément à l'article L302.8 du Code de la construction et de l'habitation, ce contrat de mixité sociale constitue un cadre d'engagement de moyens devant permettre à la commune d'atteindre ses objectifs de rattrapage pour cette période. Il se veut à la fois un document permettant de comprendre les principales dynamiques du logement social sur le territoire, d'évaluer l'impact des moyens déjà mobilisés et d'identifier ceux pouvant être actionnés à court et moyen terme. Dans sa mise en œuvre, le contrat de mixité sociale sera également un lieu d'échange continu entre les différents partenaires tout au long de cette période, notamment grâce à la mise en place d'un comité de pilotage et d'un comité technique qui se réunira 2 fois par an. Le contrat de mixité sociale s'organise autour de 3 volets. Les points de repère sur le logement social sur la commune, les outils et leviers d'action pour le développement du logement social, les objectifs, les engagements et projets, c'est-à-dire la feuille de route durant cette période. Conformément à l'article que je vous avais cité du Code de la construction, le taux de rattrapage correspond à 33% du nombre de logements sociaux manquants, soit 108 logements sociaux à réaliser à programmer toujours entre 2023 et 2025. Par ce contrat, la commune s'engage à les réaliser sur la période triennale, ce qui correspond au taux de rattrapage légal des 33% qui nous manquent globalement. Il vous est demandé donc d'approuver les termes de ce contrat de mixité sociale et de m'autoriser à le signer. J'ajoute que lors du prochain conseil de métropole qui a été reporté au 9 juillet puisqu'il y a les élections, nous allons voter 4 contrats de mixité sociale pour Grabel, Fabrègues, Saint-Georges-d'Orques, Villeneuve et même 5, Villeneuve et Castries, 4 ou 5 en fait villes se sont engagées dans ce travail qui permet de donner un cadre et d'être transparent sur les projets à venir. Voilà. Donc est-ce que vous avez des questions sur ce contrat qui a été approuvé, que nous avons travaillé évidemment avec l'État et la métropole et qui a fait l'objet d'un avis favorable de leur part? Donc qui est contre, qui s'abstient? Unanimité, merci. Donc, dans
la continuité de ce contrat de mixité sociale, je vous propose de voter sur une convention préopérationnelle avec l'établissement public foncier d'Occitanie. Afin de poursuivre sa politique volontariste de production de logements sociaux, la commune ne dispose que de très peu de leviers d'action, car les terrains communaux sont peu nombreux. Or, c'est sur ces terrains que la commune peut mener des petites opérations 100% sociales et donc rattraper un peu plus notre pourcentage. La commune doit donc mener des actions de mobilisation foncière sur des terrains privés, mais qu'elle ne peut acquérir actuellement. C'est dans ce cadre que la commune souhaite conventionner avec l'établissement public foncier d'Occitanie qui pourra accompagner la commune afin de faciliter la maîtrise foncière de secteurs à enjeux identifiés. En effet, cet établissement est habilité à procéder à toute acquisition foncière et opération immobilière et foncière de nature à faciliter les opérations d'aménagement. Il contribue à la définition et la mise en œuvre de stratégies foncières pour favoriser le développement durable des territoires, la lutte contre l'étalement urbain et la limitation de l'artificialisation des sols. Un projet de convention préopérationnelle a donc été rédigé entre la commune, la métropole et l'établissement public foncier d'Occitanie. Dans un premier temps, cette convention permettra de réaliser, si besoin, des études foncières nécessaires à l'identification des périmètres à l'intérieur desquels une veille foncière s'avère nécessaire, d'analyser et, le cas échéant, répondre aux premières opportunités foncières se présentant et susceptibles d'intéresser le futur projet, de mener les études nécessaires en vue de préciser les intentions du projet. Au titre de ce partenariat, l'EPF procédera aux acquisitions foncières et immobilières sur le secteur prédéfini en vue de la réalisation par la commune d'opérations d'aménagement tout en respectant le programme local de l'habitat. Cette convention détaille les engagements de chacune des parties ainsi que les modalités d'acquisition et de cession des biens acquis. Elle est conclue pour une durée de 5 ans et peut se poursuivre dans le cadre d'une convention opérationnelle. Pardon. Il vous est demandé d'approuver les termes de cette convention tels que présentés. Donc je voudrais dire que le maire possède le droit de préemption. Donc quand il y a une opportunité, on pourrait préempter en justifiant d'un projet. Le problème, c'est que nous n'avons pas les fonds en commune. Et l'établissement public foncier dispose de fonds importants et peut s'acquérir à la place de la commune. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Non, bon, je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Merci. Donc, je passe la parole à Chantal sur le point concernant le Fonds Solidarité Logement. Merci. Merci. Donc, comme chaque année, la commune a été sollicitée par la Caisse d'allocation familiale de Montpellier afin de participer au financement du Fonds de solidarité pour le logement, donc le FSL. Ce fonds de solidarité est destiné à faciliter l'accès ou le maintien dans le logement des ménages en situation économique et sociale précaire. En 2023, la participation de la commune à ce fonds de solidarité a été de 1 500 €. Donc il vous est proposé de verser le même montant pour 2024, sachant que les castriotes bénéficient à peu près entre 6 et 7 000 € de montant de FSL. Oui, merci Chantal. Donc ce Fonds Solidarité Logement fait de la prévention des expulsions de logements et de l'aide pour le maintien dans le logement, pour éviter de gros impayés, que la personne ou la famille soit expulsée. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs familles chaque année à Castries qui sont aidées et chaque année depuis longtemps on avait pris la décision de participer à ce fonds qui est géré par la métropole, notamment aujourd'hui sur notre territoire. Voilà, donc est-ce que tout le monde est d'accord pour abonder ce fonds? Qui est contre, qui s'abstient? Unanimité. Merci.
Et je passe la parole à Sylviane sur le projet culturel autour de la musique avec l'attribution d'une subvention. Alors, dans le cadre de la Convention en faveur de la généralisation de l'éducation artistique et culturelle, la commune a souhaité développer un projet autour de la musique qui s'adresse principalement aux périscolaires, mais aussi aux élèves des classes élémentaires et du collège, ainsi qu'aux clubs ados. Ce projet vise plusieurs objectifs: promouvoir la diversité culturelle et le spectacle vivant, inciter à la pratique musicale dans toute sa pluralité, comme un facteur d'épanouissement personnel et collectif accessible à tous, développer des connaissances autour de la musique et de son histoire pour donner des clés de découverte et de compréhension, proposer une action adaptée au temps de vie de l'enfant, notamment les mercredis. Ce sera l'occasion pour le public de rencontrer plusieurs artistes et intervenants à travers différents événements qui auront lieu de septembre à décembre 2024. Il y aura une visite guidée de la salle Victoire 2, un atelier découverte de la musique assisté par un ordinateur, des ateliers de percussion corporelle, une conférence musicale en forme de one-man show sur la découverte des styles musicaux, un concert pédagogique sur la prévention des risques sonores. Ce projet est financé par le dispositif Pass Culture pour les collégiens, ainsi que par la DRAC Occitanie à hauteur de 2 500 € et Montpellier Méditerranée Métropole de 2 300 €. Il vous est proposé d'attribuer une subvention exceptionnelle de 1 800 € pour participer à ce projet culturel. Merci Sylviane. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord avec ce projet qui apportera à la jeunesse, qui ouvrira la jeunesse à la culture? Et puis on est bien aidé quand même sur ce projet. Oui, on est bien aidé dans ce projet de CGEAC. Chaque fois, il y a une belle participation de l'État. Bon, c'est peut-être moindre que l'an dernier, mais comme partout, les montants ont été diminués, mais notre participation aussi est diminuée en fonction du montant total. Voilà. D'accord, merci. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Je laisse la parole à Sylviane qui va continuer sur l'Opéra et l'Orchestre national de Montpellier avec la demande d'une subvention. Alors, le 8 juin dernier, la commune a organisé un concert dans la cour du château. Ce spectacle a été produit par l'association Opéra et Orchestre national de Montpellier et un contrat de cession a été signé à cet effet avec l'association. Par ce contrat et en contrepartie de la fourniture du spectacle, la commune s'est engagée à verser la somme forfaitaire de 4 747,50 € pour participer aux frais supportés par le producteur, cachet des artistes, rémunération et défraiement des musiciens. Le conseil régional est susceptible de financer ce genre de manifestation à hauteur de 40%. Il vous est donc demandé d'autoriser Madame le maire à solliciter une subvention de 1 800 € auprès du conseil régional pour l'organisation du concert du 8 juin dernier. Oui, merci. En fait, ce concert a eu beaucoup de succès et donc, même si c'est un peu plus de 4 000 €, nous avons eu des entrées qui viennent diminuer la participation. Nous avons un bon montant de recettes d'entrée. Voilà. Je vais mettre aux voix donc cette demande de financement au conseil régional. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Je passe la parole à Jérôme Cabrol sur la convention de financement annuelle avec le comité des fêtes. Merci Madame le maire. Convention de financement avec le comité des fêtes. Le décret 2001-495 du 6 juin 2001, pris pour l'application de l'article 10 de la loi numéro 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, fait obligation de conclure une convention lorsque le montant annuel versé dépasse 23 000 €. En conséquent,
Il a été établi une convention de financement entre la commune et le comité des fêtes. Cette convention prévoit le versement de la somme de 25 000 € au comité des fêtes pour l'organisation de diverses manifestations sur la commune au cours de l'année 2024, notamment la fête votive. Il vous est demandé d'autoriser Madame le maire à signer cette convention. Voilà, c'est une convention, un montant de subvention qui reste stable, donc pour la fête prochaine. Pas de questions sur cette convention, donc je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Et Jérôme continue avec une convention avec le tennis et paddle club de Castries. Convention d'occupation du domaine public avec le tennis et paddle club de Castries. La commune est propriétaire du domaine de Fond-d'Espierres où sont implantés entre autres équipements 6 terrains de tennis, 2 cours de paddle et les infrastructures s'y rapportant, vestiaires, clubhouse. La commune souhaite conventionner l'occupation du domaine public communal pour la construction, l'entretien et l'exploitation de 2 nouveaux terrains de paddle. Le terrain concerné représente une assiette d'environ 1000 m² sur la parcelle communale AT0031 qui jouxte les terrains de tennis actuellement gérés par l'association du tennis et paddle club de Castries. C'est dans ce cadre et après avis d'appel à candidature qu'un projet de convention d'occupation du domaine public avec l'association tennis et paddle club de Castries a été rédigé. Cette convention a pour objectif de définir les conditions dans lesquelles l'occupant est autorisé sous le régime des occupations temporaires du domaine public définies aux articles L2121-1 et L2122-1 A3 du Code général de la propriété des personnes publiques à occuper à titre précaire et révocable le domaine public pour la construction, l'entretien et l'exploitation de 2 terrains de paddle. Elle précise les engagements de chacun des signataires. En contrepartie de la mise à disposition gracieuse par la commune du terrain visé ci-dessus, le tennis et paddle club de Castries s'engage notamment à construire 2 terrains de paddle dans le respect des normes et réglementations de la Fédération française de tennis paddle. Assurer l'entretien général et quotidien du site confié, y compris l'enlèvement des déchets dus à l'activité. En cas de manquement, le nettoyage sera effectué par la commune et sera facturé à l'occupant. Exploiter et proposer des animations sur les 2 terrains. Exercer son activité en prenant en compte la préservation de l'environnement du site, la sécurité des personnes et des biens, le respect des usagers et la tranquillité des riverains. Régler tous les frais et taxes liés à son occupation. La convention est conclue pour une durée de 10 ans. Au terme de celle-ci, la parcelle et l'ensemble des installations et équipements construits sur cette parcelle seront la propriété de la commune. Il vous est demandé d'accepter les termes de cette convention et d'autoriser Madame le maire à la signer. Merci. Donc, suite à cette convention, eh bien, le tennis club construira à ses frais intégralement, en faisant un emprunt, 2 terrains supplémentaires qu'ils exploiteront et qui leur serviront pour le fonctionnement du club dans son ensemble. D'ores et déjà, on ne donne plus de subventions depuis 3 ans au moins au club de tennis puisqu'ils ont des fonds. Et par contre, je rappelle qu'il y a des terrains en terre battue qui sont complètement à refaire. Donc là, c'est le tennis club qui va les refaire. C'est une enveloppe d'environ 100 000 €. La commune apportera entre 19 000 et 20 000 € de travaux directement aux entreprises et le reste sera financé par le club de tennis. Voilà, donc ils auront 2 terres battues refaits à neuf, quasiment à leurs frais, et plus 2 paddles supplémentaires, donc 4 terrains de paddle pour mettre à disposition et faire rentrer aussi de l'argent qui leur servira à payer l'électricité, les frais de fonctionnement du club.
Voilà, tout le monde est d'accord pour cet accord avec le club de tennis. Donc, qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Merci. Je passe la parole à Robert sur les travaux de consolidation et d'entretien de l'aqueduc. Merci Robert. Alors, divers travaux de consolidation et d'entretien ont déjà été effectués sur l'aqueduc de Castries en différents endroits. Deux secteurs présentent aujourd'hui un certain danger pour les visiteurs ainsi que pour la pérennité du monument et nécessitent donc des travaux de mise en sécurité. Route de Guzargues avant le domaine de Malrive. L'infiltration continue de l'eau dans les piliers a laissé une végétation importante s'ancrer dans les pierres provoquant leur déchaussement. Les travaux consistent à baliser le chantier, dévégétaliser le monument, curer et pomper l'eau présente, agrafer et remailler l'ensemble des maçonneries. Dans un deuxième secteur, le secteur de Malrive, près du pont Cerclé, 5 arches ont été envahies par des figuiers et autres végétations qui les fragilisent. Les travaux consistent à baliser le chantier, dévégétaliser et curer les racines des figuiers en profondeur. Un traitement à la chaux vive sera réalisé sur les maçonneries mises à nu avec une reprise de l'ensemble de ces maçonneries. Le montant total de ces travaux a été estimé à 29 200 € hors taxe, 35 040 TTC. Il vous est donc demandé d'approuver la réalisation de ces travaux et d'autoriser Madame le maire à déposer les demandes de subvention auprès de l'État, la DRAC, du Conseil régional et du Conseil départemental de l'Hérault. Merci. Donc, je pense que tout le monde est d'accord pour déposer ces demandes de subvention et continuer à entretenir cet aqueduc lorsqu'il se fragilise à certains endroits. Qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Merci. Et je passe la parole à Pascal sur les contrats d'assurance de la commune. Merci Claudine. L'ensemble des contrats d'assurance de la commune arrive à échéance le 31 décembre 2024. Il convient donc de lancer d'ores et déjà une consultation pour renouveler ces contrats, qui seront conclus pour une durée d'1 an reconductible 4 fois, sans que le terme définitif du marché puisse dépasser le 31 décembre 2029. Le dossier de consultation des compagnies d'assurance a été préparé par la société Sigma Risk, qui fait office d'assistant à maîtrise d'ouvrage dans ce marché, qui se décompose en 8 lots distincts. Lot 1, dommages et biens. Lot 2, responsabilité civile. Lot 3, protection juridique. Lot 4, protection fonctionnelle et défense pénale des agents et des élus. Lot 5, flotte automobile et automission. Lot 6, risque statutaire. Lot 7, individuel accident. Lot 8, cyberattaque. Il vous est demandé d'émettre un avis favorable sur le dossier présenté et d'accepter le lancement de la consultation par appel d'offres ouvert pour ces divers contrats d'assurance. Merci. Donc, tout le monde est d'accord pour lancer cette consultation. Qui est contre, qui s'abstient, unanimité, merci. Et Pascal poursuit avec l'adhésion à un groupement de commandes énergie. Merci Claudine. Par délibération du 9 avril 2015, la commune a décidé d'adhérer à un groupement de commandes coordonné par Hérault Énergie pour la fourniture et l'acheminement d'électricité, de gaz naturel et autres énergies, ainsi que pour la fourniture de services associés. Les syndicats d'énergie de l'Hérault et du Gard ont décidé de s'unir pour initier et porter un groupement de commandes en vue de permettre des économies d'échelle par la mutualisation des procédures de passation des marchés et par la massification de la commande. Dès lors, le précédent groupement auquel la commune adhère doit être dissous et une convention constitutive du groupement de commandes pour l'achat d'énergie, de fourniture et de services en matière d'efficacité d'exploitation énergétique a été rédigée. Considérant que la commune a des besoins en matière d'achat d'énergie, de fourniture et de services en matière d'efficacité et d'exploitation énergétique, considérant que la mutualisation peut permettre d'effectuer plus efficacement les opérations de mise en concurrence et incidemment d'obtenir des meilleurs prix, considérant que les syndicats d'énergie de l'Hérault et du Gard s'unissent pour constituer un groupement de commandes avec des personnes morales de droit public et de droit privé à titre accessoire pour l'achat d'énergie, de fourniture et de services en matière d'efficacité et d'exploitation énergétique, considérant que le groupement est constitué pour une durée illimitée, considérant que pour satisfaire les besoins en énergie sur des bases de prix compétitifs, il sera passé des marchés ou des accords cadres, considérant que Hérault Énergie, syndicat départemental d'énergie de l'Hérault, sera le coordinateur du groupement,
Et considérant que ce groupement présente un intérêt pour la commune au regard de ses besoins propres, il est demandé au Conseil de prendre acte de la dissolution du précédent groupement de commandes, de valider l'adhésion de la commune au groupement de commandes pour l'achat d'énergie, de fournitures et services en matière d'efficacité et d'exploitation énergétique pour une durée illimitée, d'autoriser Madame le maire à signer la convention constitutive du groupement et à prendre toutes mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération, faire acte de candidature au marché d'énergie, électricité, gaz naturel, propane, bois, proposé par le groupement suivant les besoins de la commune, d'autoriser le coordinateur et le syndicat d'énergie dont il dépend, syndicat gestionnaire de rattachement, à solliciter autant que de besoin auprès des gestionnaires de réseau et des fournisseurs d'énergie l'ensemble des informations relatives à différents points de livraison, d'autoriser le représentant du coordinateur à signer tous les actes nécessaires à la passation et à l'exécution des marchés correspondants issus du groupement de commandes pour le compte de la commune, d'approuver la participation financière aux frais de fonctionnement du groupement et notamment pour les marchés d'énergie calculés sur la base du volume de consommation annuel, de s'engager enfin à exécuter avec la ou les entreprises retenues les marchés accords cadres ou marchés subséquents dont la commune est partie prenante, et régler enfin les sommes dues au titre des marchés accords cadres et marchés subséquents dont la commune est partie prenante et à les inscrire préalablement au budget. Oui, merci Pascal. On espère donc avec ce nouveau groupement de commandes, les coûts seront à peu près contenus, sachant il s'agit toujours de notre adhésion à Héro Énergie. Nous étions déjà adhérents, mais là, ils changent leur contrat et nous devons délibérer sur ces modifications, mais nous restons adhérents à Héro Énergie. Alors, je mets aux voix cette adhésion. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Je passe la parole à Marisol sur la modification des tarifs de l'école. Merci Claudine. Donc la modification, les tarifs de la restauration scolaire et de la LAE ont été approuvés par délibération du 4 juillet 2023. Donc aujourd'hui, nous avons 8 tranches de calcul. Les repas enfants vont de 3,30 à 4,80. La LAE du midi de 0,40 à 1,75. La LAE du matin de 0,25 à 1,60. Et la LAE du soir ou études de 0,25 à 1,60. Les tranches sont déterminées donc par un quotient familial qui est donc déterminé par le ratio revenu imposable sur le nombre de parts. Compte tenu de l'augmentation du prix des denrées et des fluides, une nouvelle grille des tarifs de la restauration scolaire et des ALAE a été établie pour la rentrée de septembre 2024 sur la base d'une augmentation de 3,6%. Ce dossier a été examiné par la commission éducation enfance jeunesse le 4 juin dernier. Il vous est donc demandé d'approuver les tarifs suivants. Donc les repas enfants iront de 3,42 à 4,97. La LAE du midi de 0,41 à 1,81. La LAE du matin 0,26 à 1,66. La LAE du soir ou l'étude de 0,26 à 1,66. Il vous est également demandé d'approuver les tarifs annexes de la restauration scolaire. Tarif adulte 6,22 au lieu de 6. Tarif de l'école Sainte-Marie 4,14 au lieu de 4. Tarif du centre aéré 4,76 au lieu de 4,60. Découpé avec le repas à 4,14 et le goûter à 0,62. Merci. Donc là, nous faisons ce qu'il nous semblait plus intéressant d'actualiser chaque année plutôt que faire une grosse augmentation. Donc, en fonction de l'évolution des prix, nous faisons évoluer nos tarifs de manière raisonnable, très raisonnable. Donc tout le monde est d'accord avec ces augmentations. Nous gardons bien sûr les tranches de revenus, puisque les tarifs évoluent en fonction des quotients familiaux des familles. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Et ces tarifs s'appliqueront donc à compter de la rentrée de septembre, y compris pour le centre aéré, pour les repas du centre aéré de Fond-d'Espierre, je veux dire. Merci. Alors, on passe maintenant au point concernant la protection sociale complémentaire.
Alors, depuis une loi de 17 février 2021, les collectivités sont dans l'obligation de participer au financement de la protection sociale complémentaire des agents. La commune de Castries participe déjà un petit peu, même de manière 36 euros par an et par agent, par mois, ce qui est très important. Il y a peu de communes qui le font. Mais là, ça devient une obligation. Donc, le centre de gestion de la fonction publique territoriale propose de conduire une étude pour mettre en concurrence diverses cabinets, agents d'assurance, etc., pour trouver les meilleurs produits. Donc, afin de pouvoir bénéficier de ce dispositif, il convient de leur donner un mandat préalable au centre de gestion de l'Hérault pour mener cette mise en concurrence. Nous avons réuni le comité social territorial qui a donné un avis favorable sur ce dossier en date du 21 mars 2024. Alors, ces tarifs, ces adhésions se feraient à partir de 2026. Donc, ça donne le temps de lancer cette mise en concurrence. Donc, je vous propose de donner mandat au centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault pour l'organisation, la conduite et l'animation du dialogue social au niveau départemental en vertu des dispositions de l'accord collectif national du 11 juillet 2023 portant réforme de la protection sociale complémentaire dans la fonction publique territoriale. Donner mandat au centre de gestion pour la réalisation d'une mise en concurrence visant à la sélection d'un ou plusieurs organismes d'assurance et la conclusion d'une convention de participation pour la couverture du risque prévoyance. Sachant qu'au bout du compte, on ne sera pas dans l'obligation d'adhérer si ça ne nous convient pas, si les agents décident de faire autrement, voilà. Mais en tout cas, on souhaite participer à cette mise en concurrence pour essayer d'avoir des services plus intéressants pour les agents et la commune. Est-ce que vous avez des questions? Non. Donc, je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, unanimité, merci. On passe à la modification du tableau des effectifs. Comme chaque année, on actualise ce tableau. Alors, il vous est demandé d'accepter de créer un poste d'adjoint administratif principal première classe. Donc là, il s'agit d'un agent qui a évolué dans sa carrière, dont nous fermerons le poste d'adjoint qu'il quitte, voilà. Et on vous propose de créer un poste d'attaché territorial, dont là, ça concerne une personne qui est déjà en poste également à la mairie, mais qui est sous contrat, qui a réussi depuis 2 ans le concours d'attaché. Et ça nous permet de créer un service culture. Elle couvrira la culture, mais aussi toute l'école de musique dont nous reparlerons au niveau de son financement à la rentrée. On est en train de regarder de près le fonctionnement de cette école de musique qui est très agréable, mais qui a un certain coût et il faut qu'on rationalise les choses. Donc elle couvrira toute la partie administrative puisque le directeur part à la retraite, Fernando Paz, et nous allons en profiter pour revoir l'organisation et tout le suivi de cette école par un agent communal. Et également, Émilie sera chargée de tout le lien concernant le château, entre la société qui va exploiter, la mairie, les projets en partenariat, puisqu'il y aura certainement des partenariats, et on se dit que une vraie politique culturelle dans un village comme Castries qui s'étend, c'est quelque chose qui est utile. Et on le voit, en tout cas sur les programmations qui sont de qualité, qui sont très diverses pour convenir à un public large et toujours accessible au niveau d'écoute. Elle connaît tous les rouages.
Par ailleurs, compte tenu de l'intérêt que représente le contrat d'apprentissage, tant pour les jeunes accueillis que pour les services accueillants, il vous est demandé d'accepter le recrutement d'une apprentie au service éducation, enfance et jeunesse. En tant qu'apprentie, elle assurera les fonctions d'ATSEM en vue de la préparation du CAP AEPE, c'est accueil petite enfance, voilà, qui lui permettra après de passer le concours d'ATSEM. Et la durée de la formation est d'1 an. Le comité social territorial a également émis un avis favorable quant à ce recrutement. Si je reviens sur le poste d'attaché au niveau impact budgétaire, il sera dans les premières années au moins quasi nul, puisque la personne est déjà sous contrat, elle est déjà en poste, et la personne en apprentissage, ça nous revient, c'est modeste, hein, oui, ça permet à une jeune d'obtenir son diplôme, et le coût est assez modeste pour la commune. Est-ce que tout le monde est d'accord pour ces évolutions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Je passe la parole à Alain concernant la ZAC des Sorèdes. Donc, conformément au traité de concession pour l'aménagement du secteur des Sorèdes, et notamment en application de l'article 17-1, la Société d'aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole, la SA3M, a remis à la commune le compte-rendu annuel d'activité, situation au 31 décembre 2023. Ce document consigne l'avancement physique de l'opération, l'avancement financier et le bilan prévisionnel. L'année 2023 a été marquée notamment par la commercialisation des terrains à bâtir restants sur l'opération, un lot sur la tranche 1 et un lot sur la tranche 2. Seul le lot numéro 24 n'a pas encore été vendu. Et aussi avec le démarrage des travaux du lot 3 AB par Terre du Soleil Promotion, suite aux arrêts rendus en 2022 par la Cour administrative d'appel, confirmant les jugements de première instance et de la publication des certificats de non-pourvoi en cassation. Les aménagements relatifs à la voie de bouclage, accompagnés d'une offre de stationnement supplémentaire paysager, en limite ouest de la ZAC, ont fait l'objet des études nécessaires et d'un démarrage des travaux en fin d'année. Du point de vue financier, le nouveau bilan prévisionnel est équilibré à 7 749 000, soit une augmentation de 34 000 € en dépenses et en recettes. Cette augmentation est principalement liée en dépenses au montant des études, des travaux restants et des honoraires correspondants, et en recettes à l'augmentation des produits financiers. Il vous sera demandé d'approuver ce compte rendu. Merci Alain. Donc pour cette concession qui s'achèvera en fin d'année, je crois que la barre a été tenue quand même. Hein, c'est ce sur quoi on tablait. Courant 2025, on devrait donc percevoir une somme suite à la clôture de cette opération qui sera autour de 400 000 €, un retour à la commune. Voilà. On est dans la somme qui était prévue au départ, hein. Voilà, malgré le fait qu'on ait fait une voirie supplémentaire, etc. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord pour approuver ce CRAC? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Pour terminer, en questions et informations diverses, je voudrais dire que nous avons voté au département une subvention de 80 000 € pour la rénovation énergétique et extension de l'école du Chat-Perché de la Guesse. Donc là, c'est la première subvention, d'autres viendront. Actuellement, on a du mal, je dirais, à avoir des nouvelles de l'État. Je pense qu'ils sont dans une période compliquée pour eux, entre les élections, etc. Mais j'espère que tout ira bien pour ce projet d'école et que nous aurons de bonnes nouvelles. Ensuite, le résultat de l'appel à manifestation d'intérêt pour l'œuvre d'art, Sylviane en parlera tout à l'heure. Les travaux place du Cartel, nous avons une réunion publique le 1er juillet à 18 h sur la place
puisque ce projet qui maintenant on passe à la phase appel d'offres pour démarrer les travaux en septembre, il a un petit peu évolué, donc on souhaite présenter ces évolutions et puis discuter notamment avec les commerçants qui commencent à être inquiets, les rassurer. On aura d'autres réunions avec eux quand les entreprises auront été choisies pour que leur accès soit maintenu, notamment pendant des périodes importantes pour eux, par exemple autour des fêtes de fin d'année. Donc cette réunion a lieu le 1er juillet. La collecte des déchets, Alain, tu en diras peut-être quelques mots, qui évoluera bientôt, mais il y aura une phase d'information, de réunion, etc. Bien sûr, les élections législatives, le 30 juin et 7 juillet, n'oubliez pas d'aller voter, c'est vraiment primordial pour tous les démocrates. Et merci pour votre participation au bureau de vote. Nous sommes au complet. Je pense que Pierre-Marie a bouclé les tableaux. Merci à tous les élus et aux castriotes qui nous ont proposé leur aide et qui seront aussi présents dans les bureaux de vote en cette période où certains avaient prévu de partir. Voilà. Nous avons reçu un grand nombre de procurations, autour de 150 à peu près. Absolument, ouais. Voilà, ce qui est bien au-delà de ce que nous avons d'habitude à la mairie de Castries. Et j'ai vu qu'au niveau national, c'est 6 fois plus que lors des dernières législatives, donc à voir. Nous avons eu la soirée des associations, jeudi dernier à Fond-d'Espierre. Il y avait beaucoup de monde, ça s'est passé, on n'a pas eu la pluie. La grillade a bien fonctionné et je pense que ça a été apprécié. Nous avons eu également le samedi la fête de la musique, le 21 juin, le vendredi soir, c'était jeudi les associations, vendredi la fête de la musique, avec beaucoup de monde et des artistes qui se sont produits sur la scène de Parc du Château, mais aussi devant la médiathèque et une chorale au Moulin à Huile. Cet après-midi, nous étions dans les écoles pour remettre les bons cadeaux au CM2, dont nous sommes allés à l'école Sainte-Marie et nous sommes également allés à l'école Marcel Pagnol. La police municipale à Marcel Pagnol était avec nous et ont remis aux élèves un diplôme pour leur formation cyclable. Ils ont appris à faire du vélo de manière sécurisée. Donc ils avaient passé des épreuves. Ils ont obtenu un diplôme plus quelque chose à mettre autour de leurs bras phosphorescent en matière de sécurité. L'école, eh bien évidemment, il y a ce projet de construction sur la Guesse qui démarrera au mois de septembre. Jeudi soir, nous avons une réunion publique avec les parents d'élèves pour les informer un peu plus précisément des prochaines échéances et de la manière dont les choses vont se passer à partir de la rentrée. Nous aurons une réunion sur la réunion préparatoire de la fête votive demain soir à 18h en mairie. Comme chaque année, nous réunissons le comité des fêtes, le cercle taurin, un peu toutes les associations qui participent, la police municipale, la gendarmerie et la société de gardiennage pour échanger et le café également, les jeunes, les représentants, pour l'association de la jeunesse castriote aussi, pour échanger sur la préparation de cette fête et que chacun connaisse le rôle qu'il a à jouer, etc., qu'on se cale bien, qu'il n'y ait pas de problème durant cette fête votive qui se déroulera du 2 au 7 août cette année, donc toujours du vendredi soir au mercredi soir, du vendredi 2 au mercredi 7 août. Nous aurons cette année 5 jeudis gourmands qui auront lieu du 4 juillet au 1er août. On aurait pu commencer fin juin, mais ça faisait 6. Il faut aussi tout organiser, que ça fonctionne bien, donc c'est un peu quand même compliqué. Donc nous en ferons 5 quand même cette année, voilà, à partir du jeudi 4. Les musicales, peut-être Sylviane nous a dit un mot. Il y a
une programmation qui va être très bien, je pense. Cette année, on passe à 2 soirées au lieu de 3, mais avec une programmation qui sera peut-être un peu plus attractive et plus grand public. Le feu d'artifice, évidemment, le 13 juillet, donc où il y aura la paella, le comité des fêtes ne nous a pas encore confirmé, mais sinon, on s'organisera pour qu'il y ait quelque chose, un repas avant le feu d'artifice, parce que c'est un moment que les gens apprécient bien de pouvoir manger dans le parc du château en attendant ce feu d'artifice. Héros Vacances, donc c'est la tournée Héros Vacances avec plein de jeux pour les enfants, etc. Revient cette année dans le parc du château. Ça aura lieu le 23 juillet dans l'après-midi jusque dans la soirée. Donc amenez vos enfants, vos petits-enfants pour jouer dans le parc du château avec Héros Vacances. Et j'en ai terminé, je pense, à peu près pour les informations. Ah, la fête de l'école oui, il y a eu la fête de l'école maternelle, merci Marisol, tu m'y fais penser, la semaine dernière, où évidemment nous avons mis à l'honneur Blandine Crouzet qui prend sa retraite, donc après de longues années passées à Castries en tant qu'enseignante, mais aussi longtemps en tant que directrice. Elle était très émue, je lui ai remis la médaille de la ville pour toutes ces années passées au service des petits castriotes et des familles. Il y a Pascal Hieramendi qui part aussi, qui termine sa carrière, et Mona qui était là cette année, qui est une enseignante et qui a demandé une mutation, ou qui est mutée. Voilà, donc il y a une nouvelle directrice qui arrivera, je la rencontre avec Marisol très bientôt. C'est une dame qui est la directrice de Jacou actuellement, et on est ravis qu'elle arrive parce que voilà, nous avons de très bons échos sur cette personne. Voilà. Et je laisse à la fête de l'école, je ne vais pas passer primaire maintenant, parce qu'il y a les maternelles, mais il y a les primaires. Vas-y. Mais je reprends juste. Donc la fête de l'école qui aura lieu au château de Castries à 18h dans le parc, avec toute une buvette et une restauration gérée par l'association de parents d'élèves Olive. Voilà, avec un très beau spectacle que les enfants ont préparé avec un thème commun. Voilà. Donc vous pouvez venir nombreux. Alors, moi, je vais vous inviter à venir nombreux aussi au musical, bien sûr, du vendredi 5 et du samedi 6 juillet. Alors, cette année, en fait, on a le 5, on a des chants percussifs brésiliens et de la chanson. Alors, les chants percussifs, c'est Poplité, qui est une bande de 5 chanteuses. Nous avons beaucoup de femmes à l'honneur cette année au musical. Voilà, donc on aura des rythmes, des rythmes de quoi bouger, de quoi se faire plaisir. Et ensuite, on aura des textes par Anakim, enfin des textes chantés bien sûr, où il y aura beaucoup d'émotions, beaucoup de tout ça. Le samedi, nous continuons avec du World Electric et les Rocksteady. Je vous préviens, je suis pas très bonne en anglais, donc excusez ma prononciation, n'est-ce pas? Avec la voix de Safé, peut-être certains la connaissent, cette voix, qui est une voix vraiment suave, avec une fêlure, un souffle authentique, pétillante, qui en fait chante plusieurs styles. Elle est accompagnée de 4 musiciens et elle chante plusieurs styles de musique. Là aussi, on aura du rythme, on aura du plaisir, de la black music, de l'oriental, mais aussi de la chanson française, du rock. Ce sera très diversifié. Et donc, en plus, on aura donc les Steadies, n'est-ce pas? Ce sont 3 musiciennes aux harmonies vocales divinatoires. Donc, en fait, elles vont jouer soit seules avec la voix, soit entre elles. Elles font des jeux musicaux avec leur voix. Nous avons donc, avant les concerts, comme l'an dernier, nous avons le buffet sonore. Le buffet sonore, c'était cette petite caravane rouge qui nous a fait beaucoup d'animations. Donc, en début de soirée, ils nous font un petit rythme tranquille pendant qu'on fait l'apéro et tout. Puis après, ils terminent la nuit, on va dire, avec des rythmes vraiment très toniques. On les aura les 2 soirs. Voilà pour
le musical de 2024. Alors venez nombreux, je vous rappelle que c'est gratuit, voilà, donc c'est quand même important puisque la commune quand même finance ces 2 soirées musicales, que ce sont des soirées qui font connaître des musiciens locaux, des chanteurs locaux, régionaux. Donc c'est important aussi pour soutenir les musiciens, les artistes, et qu'on fait cet effort. Donc venez vraiment très très nombreux, on vous attend avec, voilà, il y aura de quoi manger, de quoi boire, bien sûr, une buvette comme d'habitude, voilà. Alors maintenant, bon, le projet... Pardon, juste, excuse-moi. Je voudrais ajouter qu'en parlant de chanteurs locaux, le 26 juillet, nous avons le concert de Jean-René Bayoko. Donc je pense que nous serons nombreux à aller apprécier Jean-René dans la cour d'honneur du château. Alors là, je vais vous redonner un petit mot, l'évolution sur le projet d'œuvre d'art. Donc il sera en entrée de ville. Alors je vous redis en 2 mots le contexte, pourquoi un projet d'œuvre d'art à cet endroit. Parce qu'en fait, cette arrivée de ces immeubles avec beaucoup, bien sûr, de nouveaux arrivants, a interpellé la commune quand même de savoir comment on pouvait faire pour... amener le bien vivre ensemble avec les nouveaux arrivants et les anciens arrivants. Et c'est vrai que le projet d'œuvre d'art, parce qu'il y a un petit espace, pouvait effectivement créer ce lien entre la population, la nouvelle population qui va arriver, et créer ce lien tout en tenant compte, donc le lien était très très important, tout en tenant compte aussi de l'histoire de Castries et de son patrimoine. Donc après avoir, j'avais dû déjà en parler, fait une étude, fait un appel, nous avions eu beaucoup de gens qui ont concouru, voilà. Il avait été sélectionné 4 artistes pour ce projet, qui correspondaient le plus au cahier des charges qui avait été élaboré, et il a été retenu par le jury les nouveaux voisins. Alors les nouveaux voisins, c'est un plasticien associé à un architecte, et ils nous ont fait un, je pense, très joli projet qui devrait vraiment plaire à la population, parce qu'en fait il est rappelé dans ce projet, il s'appelle Arche, ce projet. Donc vous imaginez que ce Arche, on rappelle bien sûr l'aqueduc qui a mené l'eau au château, qui arrive dans le village. Et dans leur proposition, ils rappellent cet aqueduc de façon tout à fait contemporaine, qui continue le lien en fait vers les nouveaux quartiers. Voilà. Une présentation sera faite à la population le 12 septembre en présence de l'artiste plasticien à la médiathèque Françoise Giroud à 18h30. Voilà, la date est déjà. Donc je vous invite à venir nombreux. L'artiste présentera lui-même son œuvre. Donc vous en saurez un peu plus et vous pourrez poser toutes les questions qui vous viendront à l'esprit à ce moment-là. Je rappelle que ça a été élaboré au départ, ce projet, en concertation avec la population, puisque nous avions fait des réunions, nous avions fait des enquêtes, les enfants ont été sollicités au niveau de l'école et tout. Il y a eu une très très belle participation de la population, des enfants, et qu'il y aura ensuite bien sûr le suivi de la mise en place de l'œuvre, de la médiation culturelle de façon importante au niveau de l'école notamment, avec élaboration d'un livret sur ce projet qui sera fait. Là aussi, on a des petits financements qui nous aident, notamment pour le projet de livret. On a demandé un petit financement de DRAC qui pourra nous aider à élaborer vraiment le livret concret, élaboré avec les artistes, les enfants, le MOCO. Enfin, c'est tout un travail de médiation culturelle aussi important. Ce n'est pas une œuvre d'art qu'on pose à l'entrée de ville. Ça a vraiment impliqué la population et ça continuera après dans le temps avec un souvenir. Il y aura ce petit livret qui toujours rappellera comment ça s'est passé, ce projet d'œuvre d'art en entrée de ville. Voilà, j'espère juste que le jury aura fait le bon choix et que ça vous conviendra. Voilà. Pour le sujet de Montfleury,
va dire. Je vais vous parler de la collecte. Le principal changement, donc à partir de, a priori, début octobre, se situera dans le centre, dans l'hypercentre, à savoir que la métropole suit une directive de la CARSAT sur la mécanisation de la collecte des déchets. Et aujourd'hui, plus possible de faire travailler des gens à lever des milliers de bacs par jour. Donc on mécanise, donc ça veut dire la métropole propose de rassembler en point d'apport volontaire, en PAV, des containers plus importants. Donc les utilisateurs iront donc déposer leurs déchets dans des containers à proximité de chez eux. Pour cela, donc, il nous a été proposé, on a fait le tour avec les référents de quartier du centre-ville, pour vérifier les propositions qui ont été faites par la métropole. Et on a prévalidé donc les points sur une carte et puis en réel aussi, bien entendu. Ces points-là seront mis en place. Il y aura une durée de 6 mois pour tester la bonne véracité, on va dire, de la chose, de la bonne place, voilà, de ces points-là, bien vérifier qu'il n'y ait pas de nuisance vis-à-vis des riverains. Et dès lors, les points seront habillés, les containers seront habillés beaucoup plus joliment par des habillages métalliques. Voilà, pour ça c'est le principal changement. Après, on va voir, là il me manque des informations, on va avoir aussi des points d'apport volontaires pour les biodéchets, clairsemés là par contre dans le village complet, hypercentre et pas hypercentre. Mais là, il me manque un petit peu d'informations à ce jour. Voilà, mais c'est principalement la collecte en centre-ville qui va changer à partir du mois d'octobre. Le flyer, puis nous on fera une réunion début septembre pour répondre à toutes les questions et expliquer un petit peu le fonctionnement de ce principe-là. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions dans les élus d'abord? Non? Bon, ben merci. Donc je lève la séance du Conseil. Je ne sais pas si dans le public il y a des questions ou des... Pardon. Comment, Christiane demande si notre projet de badge pour ouvrir les salles communales, notamment le gymnase, est toujours d'actualité. Donc c'est Jérôme qui répond. Merci. Alors c'est bien sûr toujours d'actualité, on commencera par le dojo de façon à voir le fonctionnement dès la rentrée. Et après on fera tout le reste. Oui, peut-être l'espace gare avec la porte qui est juste là-bas. Sur l'espace gare, juste la porte qui est là. Non? Qui est là-bas, au coin. Ah oui, derrière le chauffage. Voilà, juste pour ceux qui ne l'auraient pas encore rencontré, il y a ici le nouveau correspondant Midi Libre, Michel Méjean. Voilà, mais je pense que voilà, il fait quoi. Et il y a aussi, ils sont deux, Jeanne Lasblé qui travaille avec lui, se répartissent les articles, donc n'hésitez pas si. Ah voilà, tous les deux. La prochaine fois. Enfin, merci parce qu'il y a un très bon démarrage là. En tout cas. D'autres questions? Non? Bon, ben alors merci beaucoup et puis je vous souhaite pas encore bonnes vacances parce qu'on se reverra et c'est pas encore les vacances. Mais pour le conseil municipal, en tout cas, le prochain aura lieu certainement mi-septembre, fin septembre. Voilà. Bonne soirée.